Bienvenue pour la seconde partie de notre programme, toujours au Parlement européen, dans les couloirs de cet hémicycle où on ne parle que de Brexit, de problèmes migratoires, de montée des populismes. Un Parlement européen qui va choisir un nouveau président en janvier prochain. Et une femme s'était portée candidate. Il s'agit de notre invitée Sylvie Goulard. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes eurodéputée des libéraux et démocrates, auteur de plusieurs ouvrages dont l'Europe pour les nuls, c'est bien utile en effet pour nos concitoyens. Et vous siégez au centre de l'hémicycle, vous vouliez ravir le poste de candidat à la candidature à votre patron des libéraux et démocrates, Guy Verhofstadt. Ça s'est passé un peu autrement. On va parler plutôt tout de suite de votre diagnostic sur cette semaine en particulier, depuis le Brexit, avec la victoire de Trump. On a l'impression que de jour en jour, l'ambiance est en train de changer en Europe et que rien ne sera plus comme avant. Bon, d'abord, ce n'est pas un phénomène européen seulement, puisque vous avez évoqué Donald Trump. Je pense que tout l'Occident qui vit une révolution technologique majeure, qui voit émerger le reste du monde, alors qu'en gros, depuis des siècles, la domination avait été celle de l'Europe et des États-Unis. Donc il y a un bouleversement, mais qui va bien au-delà de la construction européenne. En Europe, cela impacte tout particulièrement la construction européenne. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, je souhaite que le choix du nouveau président de cette maison se fasse dans des conditions différentes de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a des tractations à huis clos, on n'a pas de débat sur les candidats. Donc, là, on espère qu'il va y avoir des candidatures qui vont émerger. J'ai contribué dans mon groupe à créer un sacré débat, si j'ose dire, parce qu'au départ, on ne savait même pas si on avait un candidat. Donc moi, j'ai dit je suis prête à y aller, pas tellement pour la gloire, mais parce que je crois qu'il faut que nous fassions comprendre aux citoyens que nous avons reçu le message. 5 sur 5. Il y a des choses qui ne vont pas. Et d'un autre côté, que nous apportions des solutions qui ne consistent pas à détruire. Parce que vous avez dit le Brexit est en cours. Non, le Brexit n'est pas en cours. Ça fait 5 mois que des personnes ont égaré des électeurs en leur laissant croire que ce serait une chose facile. Et on voit bien que le gouvernement britannique ne sait même pas quoi faire. Alors parlons de cette montée des populismes. En Italie, Matteo Renzi a été mis en difficulté à l'occasion de son référendum, notamment par le fameux mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo. Et puis en Autriche, il y a bien sûr ce FPE, cette extrême droite, qui marque des points avec la présidentielle. Les populistes anti-européens et anti-establishment ont le vent en poupe. Pourquoi ? Mais je crois que nous devons balayer devant notre porte. Moi, je n'ai pas envie d'insulter les gens qui votent pour les populistes en mettant tout le monde dans un même sac. Je crois qu'il y a des phénomènes sociaux profonds. Personnellement, je m'occupe de questions de pauvreté. On voit une nouvelle forme de pauvreté, de gens qui travaillent et qui n'arrivent plus du tout à s'en sortir. C'est tout à fait respectable et ce n'est pas étonnant qu'ils protestent. Après, vous avez des questions identitaires qui sont parfois exagérées, parce que quand on entend certains chiffres, c'est faux. Il y a des gens aussi qui veulent faire peur aux citoyens, mais il y a des perceptions dans certains quartiers d'une transformation de la société. Il y a peut-être une déformation de l'information par les populistes oui, aussi, dans qui les sont deux accusés sens. régulièrement d'utiliser les nouvelles technologies, les tweets. Oui, mais les autres aussi. Il y a eu des mensonges. Si vous prenez le Brexit, il y a eu des mensonges dans les deux camps. Et je crois qu'il faut... Moi, j'aimerais bien que chacun balaye devant sa porte. Donc, moi, je n'appartiens pas à des partis populistes. J'essaie de continuer à défendre l'Europe. Mais peut-être qu'il y a des choses... Et par exemple, le fonctionnement du Parlement européen ne me paraît pas optimal. Ça me paraît nourrir certaines critiques contre l'Europe qu'on pourrait éviter en réglant des problèmes spécifiques. Alors vous avez mentionné en effet cette échéance en janvier, renouvellement du président du Parlement européen, puisque Martin Schulz ne souhaite pas concourir à un troisième mandat, on le pensait pourtant. Et il a changé d'avis car il a attendu à Berlin pour un destin national. On regarde tout de suite pourquoi. La fin d'un long suspense. Jusqu'au dernier moment, Martin Schulz envisageait de rester au Parlement. Finalement, il partira courant janvier 2017. Je ne serai pas candidat pour un troisième mandat en tant que président du Parlement européen. L'année prochaine, je vais me présenter aux élections pour le Bundestag comme tête de liste du SPD en Rhénanie du Nord-Westphalie. À 60 ans, cet europhile convaincu met un terme à 22 ans d'aventure européenne. Interrogé sur ce départ, Jean-Claude Juncker ne cache pas sa déception. Je la regrette. En 2014, les deux hommes s'étaient disputé la présidence de la Commission européenne, gagnée par Juncker. Mais ils s'apprécient et savent travailler ensemble. À la tête du Parlement, Martin Schulz aura su donner une visibilité à cette institution mal connue des citoyens. 5 ans de présidence, une première depuis l'instauration du suffrage universel il y a 37 ans.
Avant cela, il préside le groupe des sociaux-démocrates allemands, puis il prend la tête du groupe socialiste européen en 2004. Fin politique, il devient l'un des plus ardents défenseurs d'une Union européenne bousculée par le Brexit et la montée des extrêmes. Plus que jamais, le monde a besoin d'une Union européenne forte, autonome et unie. Désormais, l'Allemand devrait retrouver la Rhénanie du Nord pour les élections locales de 2017. Mais selon les médias locaux, un autre scénario est possible, celui d'une candidature social-démocrate au poste de chancelier. Il retrouverait alors face à lui une certaine Angela Merkel. Alors Martin Schulz, qui a présidé ces lieux pendant 5 ans, peut être soit ministre des Affaires étrangères très rapidement en remplacement de M. Steinmeier, il peut être aussi candidat SPD contre Angela Merkel. Bref, il retourne en Allemagne et il ne souhaite pas être à nouveau le patron du Parlement européen. C'est une perte? Non, mais de toute façon, son mandat arrivait à échéance. On n'est pas à vie président du Parlement européen. Il a fait déjà 2 mandats de 2 années et demie, puisqu'on a l'habitude de changer à mi-mandat. Donc de toute façon, la question se serait posée. Et on fonctionne au Parlement européen avec des coalitions et donc des partages de postes. C'est-à-dire qu'on considère que comme les 2 grands partis, notamment, gouvernent ensemble, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de gouvernement en Europe, mais en tout cas assurent la conduite des affaires en commun, le PPE, il peut y avoir une rotation. Et les ce qui permet aussi d'ailleurs des rotations de nationalité, de personnalité. C'est pas forcément malsain, les gens présentent toujours ça comme quelque chose d'abominable. Il est important que ce ne soit pas toujours les mêmes. Mais les libéraux et démocrates n'ont eu que 3 présidences pour l'instant. Oui, parce que nous sommes moins nombreux. Et ce que j'ai voulu faire par mon acte de candidature, c'était de dire, de toute façon, les grands groupes ont plus de voix. Donc c'est eux qui auront le poids décisif. Mais pourquoi ne pas aussi proposer des profils qui sont peut-être des profils un peu différents et qui pourraient créer un consensus d'une autre nature que le consensus uniquement sur l'accord de groupe sans qu'on sache très bien pour quelle politique. Je rappelle que vous étiez candidate à la candidature pour les libéraux et démocrates. Il était temps, disiez-vous, qu'une femme s'empare de ce poste important et visible. Mais c'est Guy Verhofstadt qui a été désigné par votre parti. Vous êtes un peu déçu, j'imagine. Non, exactement, non, mais déçu. Vous savez, il y a les batailles, les seules batailles qu'on perd, c'est celles qu'on ne mène pas du tout. D'abord, le processus n'est pas allé à son terme. Et deuxièmement, je crois important d'avoir osé, si j'ose dire, défier tous ces messieurs qui ont tous les groupes parlementaires dans les mains et qui ont tendance, et c'est là qu'on comprend bien comment les femmes se retrouvent exclues, sans faire la victime, c'est qu'il y a toujours cooptation et choix des individus qui sont déjà au pouvoir. Et ça va bien au-delà de la cause des femmes. Moi, je tiens à dire que dans une société dans laquelle on dit qu'il faut avoir plus d'intégration, par exemple des jeunes d'origine étrangère, des CV anonymes, etc., il est évident qu'il faut briser ces traditions de cooptation et de connivence entre personnes qui sont déjà dans le système. Donc il faut ouvrir les choses. Cette fois-ci, à ce stade, je n'y suis pas arrivée, mais peut-être que c'est finalement une femme qui sera élue à la fin. On n'en sait rien. Revenons en France, qui est évidemment votre patrie, qui vous intéresse aussi. Il y a eu cette primaire des Républicains avec François Fillon, désigné champion des Républicains, qui semblait un peu escamoter le débat sur l'Europe. C'est grave. Malheureusement, je dirais, ce n'est pas que François Fillon. Je n'ai pas observé que les journalistes se soient précipités pour poser des questions sur ce sujet. Et comme la plupart des politiques pratiquent l'esquive, ça se renforce mutuellement. Donc je crois que c'est grave, parce qu'en faisant disparaître l'Europe et d'une manière générale la contrainte internationale, on facilite la tâche de gens qui sont porteurs de projets d'un souverainisme d'avant-hier. Il faut parler du monde d'aujourd'hui, dans lequel l'Europe n'est plus que 7% de la population. Les gens ne se rendent pas compte, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on avait 25% de la population du monde qui était européenne. Notre part dans la création de richesses est en train de diminuer. Nous affrontons des pays dont le dynamisme démographique ou économique est absolument vertigineux. Et tout ça n'est pas évoqué dans la campagne pour l'élection présidentielle. Pour revenir à François Fillon, certes, il se dit très europhile, mais sa relation avec Vladimir Poutine est pour le moins ambiguë. Quelle doit être la politique Je ne crois pas sincèrement que M. Fillon soit très europhile. Je vous donne un exemple. Il a voté contre le traité de Maastricht et l'euro. Après, il a pu évoluer, mais je suis toujours perplexe quand je vois quelqu'un qui, face à un choix fondamental, comme on en a quelques-uns dans sa vie politique, prend la décision qui n'est pas du tout une décision européenne, même si après, il a été avéré que l'euro avait un certain nombre de difficultés, il ne faut pas le nier. Et donc, sur ses relations avec Moscou, qui intéressent au plus près les Français? Oui, moi je suis très perplexe sur une chose. On a une sécurité en Europe qui depuis des décennies est assurée par un partenariat avec les Américains. Il va peut-être y avoir des changements aux États-Unis, que Obama a d'ailleurs plus ou moins annoncé et qui pourraient s'accélérer avec Donald Trump.
Si l'idée est d'avoir une Russie avec laquelle on discute plus de manière positive, mais exigeante aussi, la Russie est quand même le seul pays qui ait violé les frontières terrestres d'un État par la force armée depuis la Seconde Guerre mondiale. À qui on a imposé des sanctions pour cela. En s'emparant de la Crimée d'abord, et puis ensuite de l'Ukraine. Donc on ne plaisante pas avec des gens qui violent le droit international, tout en étant d'ailleurs membre du Conseil permanent de sécurité. Donc il n'y a pas de position simple sur la Russie, simplement les Français devraient éviter d'être anti-américains, parfois par réflexe, ou philo-russe par réflexe. Il faut vraiment essayer de voir comment on peut définir une position dans laquelle aussi, finalement, on assure notre sécurité. Et un dialogue avec Moscou est nécessaire, mais pas un dialogue avec les Russes qui tolérerait n'importe quelle atteinte au droit international. Et vous le craignez dans le cas de Fillon? Écoutez, je ne veux pas faire un procès d'intention. Je note qu'il a indiqué un certain nombre de choses dans ses propos. Chez Marine Le Pen, ça va beaucoup plus loin. Je tiens à dire que Mme Le Pen prône la sortie de l'OTAN et une alliance avec les Russes et les Allemands, ce qui ne manque pas de sel. Parce que le jour où on verra Mme Merkel, qui connaît très bien les Russes pour avoir grandi en République démocratique allemande, le jour où on la verra s'allier avec Vladimir Poutine, je pense qu'il aura coulé un peu d'eau sous les ponts. Alors revenons à un autre pays qui véritablement nous intéresse, la Grande-Bretagne. Vous avez parlé de ce Brexit. Theresa May recevait la première ministre polonaise cette semaine pour la rassurer concernant le sort des 800 000 Polonais qui résident sur le sol britannique. Est-ce qu'elle n'est pas surtout cette première ministre qui veut un Brexit dur, dit-elle, mais qui est en train de faire une tournée des capitales? Est-ce qu'elle ne veut pas négocier pays par pays un très bon deal? Les Britanniques essayent, et plus la durée, plus le temps passe, plus ça va devenir difficile, parce que d'un autre côté, il est tout à fait normal que Mme May voit des homologues et discute d'affaires bilatérales ou de la protection des ressortissants polonais qui ont été victimes depuis le Brexit, enfin depuis le vote du 23 juin, d'attaques. Il y a même eu un assassinat. Donc là, on parle de choses très sérieuses. Donc c'est normal qu'elle discute avec des gens. Il est inacceptable qu'elle commence à faire des accords séparés. Ça dépend aussi du côté européen de résister. Jusqu'à présent, j'observe quand même aussi bien de la part de Mme Merkel que des autorités françaises, que des institutions européennes ici, une position qui est une position de fermeté, consistant à dire tant que les Britanniques n'ont pas déclenché la procédure, nous ne négocions pas. Alors, un pays qui maintenant est partenaire, notamment dans la gestion de la fameuse crise des migrants, la Turquie. Mais en attendant, eh bien, d'ici 15 jours, Recep Tayyip Erdogan a annoncé qu'il voudrait un changement de constitution pour accroître encore les pouvoirs présidentiels et notamment ce qui pourrait lui permettre de diriger la Turquie jusqu'en 2029. Cette dérive autoritariste, elle est désormais visible et on fait quoi? Écoutez, moi je ne veux pas dire, je vous l'avais dit, mais j'avais publié en 2004 un livre qui s'appelait Le Grand Turc et la République de Venise, dans lequel je disais à la fois que l'Union européenne n'était pas en mesure d'accueillir la Turquie, ce n'était pas seulement pour pointer du doigt un autre pays, mais pour pointer du doigt nos propres défaillances. Et je faisais observer à l'époque qu'il y avait dans les programmes de l'AKP, le parti de M. Erdogan, des tentations autoritaires et anti-laïques et nationalistes qui étaient relativement peu compatibles avec l'Union européenne. J'indique aux gens qui nous écoutent que la Turquie est depuis 1949 membre du Conseil de l'Europe, qui est une institution qui compte plus d'une quarantaine de pays, dont le siège est à Strasbourg. Et à ce titre, la Turquie doit respecter les droits de l'homme. Donc, de toute façon, on n'est pas dépourvu de moyens d'influence sur la Turquie si celle-ci veut bien respecter ses engagements. Après, c'est un partenaire majeur de la région, c'est un allié de l'OTAN. C'est un pays qui se trouve en première ligne ayant des frontières avec la Syrie. Donc là encore, il n'y a rien de simple. Le Parlement européen a adopté une résolution pour demander le gel des négociations d'adhésion, ce qui est une formule qui juridiquement n'est pas déterminante, mais qui permet de montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Oui, il n'est pas très content du vote de cette résolution, Recep Tayyip Erdogan. Du coup, il dit qu'il y a de nombreuses alternatives à l'Union européenne pour la Turquie. Il veut se tourner vers d'autres. L'Europe, l'Union européenne ne lui fait plus envie. J'ai fait des années de débat avec les Turcs. Il faut prendre tout ça au sérieux. D'ailleurs, nous avons envoyé un message. Nous sommes ravis qu'il ait été entendu. On dit souvent que le Parlement européen ne sert à rien. Pour une fois, on nous a entendus. Et il faut se dire qu'il n'est pas vrai que la Turquie peut se passer de l'Europe en termes commerciaux, en termes de débouchés, en termes d'argent que la Turquie reçoit dans les programmes de préadhésion et aussi à cause du nombre de ressortissants turcs dans des États membres. Donc la Turquie n'a pas plus le choix de se passer de nous que nous n'avons le choix de se passer d'elle. Toutes les menaces, vous savez, unilatérales en matière internationale, c'est toujours des rodomontades. Après, les Turcs peuvent faire d'autres choix.
mais ils ne pourront pas se passer complètement des relations avec les pays de l'Union européenne. Qu'est-ce qui nous attend pour fin 2016, début 2017? On sait qu'il y a un certain nombre d'élections. Si on regarde ce qui s'est passé en Autriche, si l'on voit qu'il y aura des élections aux Pays-Bas où un certain Geert Wilders pourrait encore marquer des points, si l'on voit aussi en France ce qui se passe avec le parti de Marine Le Pen, puis en Allemagne avec Alternative für Deutschland, est-ce qu'on est abonné aux surprises, aux mauvaises surprises électorales concernant la droite la plus extrême? Non, ce ne sont pas des surprises si les partis modérés ne font pas leur boulot. Par exemple, sur les questions européennes, j'estime que depuis une vingtaine d'années, il n'y a plus de vision construite et de travail suffisamment étroit avec l'Allemagne, ça vient des deux côtés, entre les Français et les Allemands, pour avoir une Europe qui fonctionne bien. Donc ne nous étonnons pas des conséquences de choses dont nous n'avons pas voulu régler les causes. C'est le fameux paradoxe de Bossuet. Il ne faut pas s'étonner des conséquences des problèmes dont on n'a pas voulu traiter les causes. Merci Sylvie Goulard d'avoir été notre invitée. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur France 24 car tout de suite vous retrouvez l'actualité.